Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Cette truc d'humilité excessive, mais en fait c'est prétentieux, c'est se regarder à nouveau, c'est ça que j'aime pas. C'est qu'en fait on se regarde quand on fait non, je suis nulle, je suis qu'une merde, mais c'est super narcissique de faire ça. Mais attends, mais juste prends ton calepin là, prends ton stylo et écris là au lieu de te regarder à nouveau. En fait que tu te dises je suis un génie ou que je suis une merde, c'est narcissique, t'es en train de te regarder le nombril. Dans le deuxième épisode des gens qui doutent, il y a un peu plus d'un an, j'avais invité la journaliste Eva Bester, qui est passée par Arte, France Culture, elle fait des chroniques télé dans Click, mais on la connaît surtout pour sa très belle émission Remède à la mélancolie sur France Inter. Et cet épisode avec elle, c'était l'un de mes préférés. Et depuis, Eva est devenue l'une de mes personnes préférées de l'univers de la vie. Ça me fait donc très très plaisir de la recevoir à nouveau. Attention par contre, l'ambiance n'est pas du tout la même que dans la première interview, puisque la discussion était vachement plus sombre cette fois-ci, au point d'ailleurs que comme teaser, j'ai failli mettre ceci. Les gens qui vont écouter le podcast vont être déprimés. Genre, j'ai parlé de tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre, en fait, de la mort, de la maladie, de la solitude. On dirait, enfin, c'est l'enfer. Donc beaucoup de choses pas du tout joyeuses, mais qui, je l'espère, pourront vous intéresser, voire vous aider. Et puis comme toujours, avec Eva Bester, il y a eu beaucoup de fulgurances comiques aussi, de métaphores canines, d'animaux imaginaires et de jolis mots qui portent des nœuds papillons. On a parlé également du désir de faire les choses, de narcissisme, des attentes qu'on a de soi-même, du fait d'être son propre parent, de son essai sur le peintre Léon Spiliart qui sortira en septembre. Et puis j'ai rigolé très très fort en disant le mot constipation. J'espère que cet épisode vous plaira. Allez, vas-y. J'ai peur. Pourquoi ? Parce que j'ai pas parlé dans un micro depuis le confinement. Et je pense que le cerveau est un muscle. Et que je suis devenue absolument débile. Et que je mets plus trop de COD. Tu vois, je termine pas. Mes phrases s'arrêtent à... Oh là là, classic comedy. Ça t'a manqué ? Enfin, ça te manque ? Non, ce qui me manque, c'est pas l'action de parler dans un micro, mais ce qui me manque en effet, c'est de converser avec des gens que je trouve intéressants. Ça me manque. D'habitude, t'as genre 1 milliard de projets en même temps, en plus de la radio, t'as la télé chez Click et tout, t'as plein de trucs. Et là, t'as dû tout arrêter d'un seul coup. Ça t'a fait quoi ? Je sais pas vraiment. C'était assez bizarre. En fait, j'ai appris que l'émission était déprogrammée en lisant un communiqué de presse. Ça, c'est la communication à France Inter. Ça marche toujours super bien. Et j'avais plein d'émissions prévues de programmer. On a tout annulé et je pensais, un peu comme tout le monde en fait, enfin, tout est inédit dans ce qui vient de se passer. Donc je pensais vraiment que ça allait durer quelques semaines et puis qu'après les choses reprendraient leur cours. Et en fait, pas du tout. Et je dois dire un truc assez terrible, c'est que je m'y suis plutôt faite. Enfin, je veux dire, c'était quand même assez agréable de pas avoir autant de travail. Parce que ces dernières années, en fait, je suis tout le temps en train de travailler et je passe mon temps à dire aux gens non, je suis désolée, j'ai pas le temps parce que je suis écrasée de travail. Enfin, c'est vraiment devenu un truc de mon vocabulaire et ça me déprime quand je m'en rends compte. De dire désolée, mais je suis assommée de travail, je peux vraiment pas. Je dis ça tout le temps. Et là, d'un coup, j'avais plus cette excuse. Sauf qu'on pouvait voir personne. Donc j'étais toute seule chez moi, dans un espace assez désagréable, dans un tout petit espace, sur une vue, vraiment avec un vis-à-vis terrible, un immeuble couleur caca, pas de bout de ciel, des bébés qui pleurent au-dessus de ma tête, un enfer, vraiment. Plus moi à supporter tous les jours. C'était horrible. Là, j'ai entendu un truc que t'as fait sur Nova, où tu disais que dernièrement justement t'avais plus le temps pour les à côté là dont tu parlais, et est-ce que c'est un truc que tu vas du coup essayer de changer quand la vie va reprendre un peu normalement, ou est-ce que tu sais que tu vas dire oui je vais changer puis en fait tu vas rien changer du tout parce que c'est ce qu'on fait tous? C'est marrant, mais en fait particulièrement en ce moment, ça fait plusieurs années que je m'interroge dessus, mais particulièrement en ce moment je me pose vraiment la question du désir, et pas le désir qu'on emploie souvent au sens sexuel, vraiment le désir quotidien, le désir métaphysique, le désir concret aussi, le fait qu'en fait chaque chose est motivée forcément par le désir, c'est vraiment le premier moteur pour tout ce qu'on entreprend. Et je pense que j'ai un problème de désir. Et donc à nouveau justement, je parle vraiment pas sexuellement, donc que ce soit pas un titre. Mais j'ai un problème de désir, j'en ai énormément. Et donc j'ai envie de faire plein de choses,
de d'écrire plein de choses, de rencontrer plein de monde, d'apprendre énormément. Et puis parfois, il y a des énormes vagues d'angoisse. Je vais dire métaphysique, mais c'est juste pour placer un mot assez joli avec un nœud papillon. Mais quand même d'angoisse, métaphysique dans le sens où voilà, à quoi ça sert, rien n'a de sens, on va tous crever et tout ça, qui arrive et qui me tétanise. Des choses, des vagues d'absurde comme ça, ou de manque de désir. Et c'est vraiment du manque de désir, je pense. C'est que j'ai un désir intermittent et j'aimerais trouver un moyen, en fait, de cultiver le désir. Je pense que ça peut se cultiver. Je pense que c'est tout à l'heure, pendant, je sais pas si ce sera dans le podcast ou pas, ou si c'est dans les essais de voix, mais je disais que le cerveau, c'est un muscle. Et qu'en gros, moi, depuis mars, j'ai pas vraiment fait de phrase avec des COD ou des COI. Et je pense que donc mon français va laisser à désirer pendant cette interview. Mais que ça s'entretient, que ça se nourrit en fait, et que c'est un cercle vertueux. Et là, je suis pas dans un cercle vertueux, c'est que j'ai des désirs pour des choses, c'est très fort, très rapide, ça s'éparpille beaucoup, et puis ça s'épuise aussi très vite, et je me lasse très vite des choses, et c'est parce que, je sais pas, sans doute, je me sens pas à la hauteur, donc à chaque fois, il y a quelque chose qui me donne envie, et je vais vers lui, j'ai cet élan comme ça. Et puis finalement, je suis rattrapée par le vide. En fait, ça me fait penser à l'histoire sans fin. Tu l'as vu ? Non, je l'ai pas vu. Bon, c'est un film culte pour enfants où en fait il y a un truc c'est avec le gros truc qui ressemble à un dragon, mais en fait c'est pas un dragon. Ouais, le chien chelou avec des moustaches de sages chinois qui volent, c'est ça. Ouais, c'est. Et il y a un cheval qui se noie dans le marécage de la mélancolie, c'est horrible. Mais bon, ce film qui m'a traumatisée, mais que j'adorais quand j'étais petite, en fait c'est le nihilisme. Je me suis rendu compte de ça en le revoyant à l'âge adulte. C'est le nihilisme qui détruit tout. C'est-à-dire que pour moi, le nihilisme, c'est le contraire du désir, quoi. Quand on a du désir, on va vers la création. Tout élan constructeur, c'est un effort. Et pour moi, c'est un miracle humain, parce que c'est le contraire de la destruction. La destruction, c'est en fait, pour moi, l'état naturel si on laisse les choses telles qu'elles sont. Si on fait rien, on va vers la destruction, parce qu'on va vers la déliquescence. Ok, je mets une super ambiance dès le début. Ouais, mais j'allais dire, comme dans le premier, on démarre directement sur... ouais. Bah, par les choses essentielles, on n'a pas de temps à perdre. Hein. Non, on n'a pas le temps de niaiser, on va bientôt mourir. Donc ouais, moi, j'ai décidé ça la semaine prochaine, là, donc on se dépêche, quoi. Cet élan créateur qui vraiment s'oppose à l'élan destructeur, et si on fait pas d'efforts, ça va forcément vers la destruction, ça va forcément vers la chute, forcément. Et tout truc d'élévation, tu vois, je dis truc d'élévation, alors que si on avait été en Mars, j'aurais remplacé truc par un mot époustouflant. Phénomène. Non, celui-là il est galvaudé. Il a son nœud papillon est de travers. Ouais, vraiment. Alors là, monocle brisé, quoi. Mais tu penses vraiment que si on ne fait pas d'efforts, on va pas vers la création, jamais ? Alors attention, j'entends vraiment le mot création comme un mot démocratique. Je pense pas que tout le monde doit faire un chef-d'œuvre et tout le monde doit faire un film ou un livre comme apparemment tout le monde le croit. Je pense que la création, c'est n'importe quoi. C'est quelqu'un qui fait un gâteau, c'est de la création. Quelqu'un qui fait le ménage, c'est un acte créateur, puisque il va changer l'ordre des choses. L'ordre des choses, c'est que ce soit sale, c'est la poussière, c'est la pourriture. C'est ça l'ordre des choses. Si on fait rien, s'il y a pas d'intervention. Du podcast de fils. L'ordre des choses, c'est la pourriture. Oui. Mais tu penses pas que les gens, s'ils avaient pas d'attente quelconque, ils iraient vers ce qu'ils aiment et donc vers quelque chose qui est d'office de la création quelle qu'elle soit? Comment ça, s'ils avaient pas d'attente? Mais s'ils devaient pas travailler pour gagner de l'argent, s'ils avaient pas des attentes, je sais pas, de leur famille, de leur machin, s'ils avaient vraiment toute la liberté, ils iraient vers ça, non? Je suis pas sûre, non. Je pense que c'est beaucoup plus complexe. Et en fait, encore une fois, j'insiste sur le fait que j'emploie le mot création au sens vraiment démocratique, et pas parce qu'en fait, artiste, c'est quand même un métier de branleur. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'on a le temps. Et la plupart du temps, dans la vie, on n'a pas le temps parce qu'on doit justement gagner de quoi vivre et de quoi se loger et de quoi s'occuper de sa famille. Donc, c'est quand même un luxe. Mais donc, je parle vraiment de création dans le sens même créer un foyer, créer une famille, créer quelque chose, quoi. Le contraire, vraiment de la destruction, de la mort, de l'annihilation. Et du coup, j'ai pas fini sur le nihilisme de l'histoire sans fin. Ouais. Ah bah écoute, peut-être qu'à la fin, on pourrait peut-être fermer toutes les parenthèses qu'on a ouvertes dans le premier épisode et qu'on n'a jamais fermées aussi. C'est vrai, il y avait beaucoup de parenthèses. Ouais, il y en avait plein. C'est vrai que ouais. Donc, l'histoire sans fin. Bah en fait, tout le royaume, qui est le royaume de l'imagination, est détruit par une force qui annihile tout. Et en fait, c'est vraiment le nihilisme. C'est-à-dire que c'est quand les créatures sont touchées par cette force, elles ont plus aucun désir.
Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est encore une question de désir. Ça doit être hyper frustrant là, parce qu'en fait je réponds jamais à tes questions. À chaque fois tu me poses une question et je fais comme les politiques. Mais c'est vraiment une question intéressante. Mais en fait j'aimerais vous parler d'arc-en-ciel. Peut-être que mes questions sont pas assez intéressantes. Et donc si, tu si, c'est qu'en fait pas du tout. J'adore le mot bifurquer et je suis tentée de le faire, mais pas du tout. C'est pas une bifurcation. C'est vraiment que ça me fait penser à des choses et puis après ça. Mais that's fine. Hein. Je pose jamais les questions que j'ai prévues de manière générale. Donc on va où tu veux. Comment t'essayes du coup de pas être dans ces ups and downs de désir? C'est difficile. Je pense que souvent j'essaie de éviter de me regarder. Ce qui est pas si facile que ça en fait. T'entends quoi par là? Tu sais, dans le premier épisode, il me semble que tu m'avais posé des questions sur le narcissisme. Ouais. Et c'est tellement tentant de dire moi je me regarde jamais, je suis vraiment quelqu'un, je suis pas concernée par mon image. Enfin, ok, j'adorais cette personne et je m'efforce de l'être un maximum. Je pense que par exemple moi je m'en fous un peu du ridicule. Je m'en fous un peu de la loose. Ça me dérange pas en fait. J'essaye pas du tout de donner une image qui n'est pas l'image réelle parce que je vois pas l'intérêt quoi. J'ai pas le temps et puis surtout si les gens me rencontrent après ils vont être super déçus vu qu'ils vont de toute façon être super déçus. Autant ne pas faire semblant quoi. Je vais même pas relever. Mais et j'ai encore oublié ce que je voulais dire, c'est formidable. Je suis un chien là. Actuellement je suis un chien. En termes de concentration. Quel rapport, Eva? Et bon, si tu me lances une pomme de pain, je vais courir vers la pomme de pain, mais si tu me lances une gomme, je vais voir la gomme, je vais faire oh une gomme et la pomme de pain n'existera plus. Et c'est un peu je suis comme ça par rapport au désir aussi. Okay. Non, c'est n'importe quoi. Ce que je dis, il faut pas l'écouter en fait. Ce que je dis n'a aucune valeur là. Et puis surtout, je suis quelqu'un qui peut changer d'avis facilement, donc je peux très bien affirmer quelque chose et totalement penser le contraire après. Ah mais c'est normal ça. Non, c'est pas normal. C'est pour ça qu'on fait plusieurs épisodes. Ouais, c'est vrai. Dans le prochain, je porterai une fausse moustache. Et j'aurai des convictions politiques. Oh non. Non, ok, That's d'accord. not my girl. Juste la moustache. Non, donc tu comparais donc les questions sur le narcissisme au fait que là, je te demande pourquoi... Ah oui, ne pas se regarder. Oui. Bah en fait, je dis que c'est pas si évident que ça parce que moi, j'ai l'impression de pas trop me regarder. J'ai l'impression de faire les choses. Par exemple, j'ai mes devoirs à faire, quoi. Mes devoirs, c'est nettoyer mon appart, c'est aller faire les courses, c'est préparer une émission. Je le fais presque en automatique, c'est-à-dire que je dois le faire. C'est mon devoir, je dois le faire, donc je le fais. Mais si j'étais en train de me regarder, si je me disais ah non mais faut pas que je sois ridicule ou parce que ça c'est horrible. Hein. Le faut pas que je sois ridicule, il nous empêche de faire beaucoup de choses. Oh là là, il faut pas que je sois ridicule. Ah, il faut pas que je me plante. Ah, il faut pas que les gens pensent que j'ai l'air bête. Ah, il faut pas que non. Donc se regarder. On fait rien, quoi. On fait rien, et surtout, il y a une autre chose, et là, c'est pas de l'ordre de se regarder ou pas, c'est l'ennui, c'est que si on commence à réfléchir à tout analyser, on fait rien, et ça, je le dis parce que je le vis parfois. Là, on va croire que je suis dépressive, en fait, depuis le début du podcast. Oui, on sait. Mais alors non. Mais je pensais que j'avais une tendance, justement, splénétique et tout, enfin, j'en ai fait une émission, mais je crois qu'en fait, mon spleen vient de plein de trucs dégueulasses que j'ai vécu. Bon, ça, évidemment, c'est la base. Mais en dehors de ça, déjà, beaucoup de gens ont vécu des trucs dégueulasses. Et en dehors de ça, je pense que c'est l'angoisse qui génère la plupart de mes crises splénétiques. Et pas juste un état dépressif, c'est vraiment l'angoisse qui, d'un coup, va me plonger dans... L'angoisse de quoi? Mais l'angoisse de tout, quoi. L'angoisse de mourir en premier. En fait, je pense que je veux dire, à chaque fois qu'on est angoissé, finalement, ce qu'il y a derrière, c'est la mort. Mais j'entends souvent ça. Et je me rends pas compte à quel point c'est lié, en fait. C'est parce que je pourrais être ton grand-père et que t'es jeune. Ouais, c'est vrai. On a 9 ans d'écart. Ouais. Ah ouais, mais bon, je suis mature, hein. Ouais, je sais, t'es un daron. Mais pourquoi la mort est autant liée à tout? Enfin, en fait, moi, je suis tellement, je pense, dans l'observation micro des choses. Oui, tu veux dire que ton regard est collé à l'écran, quoi. Ouais, c'est ça, et je me rends pas compte. Ça s'appelle la jeunesse. Ah putain, c'est ça. On t'attend de l'autre côté. Du côté des gens qui ont peur et qui voient le temps défiler, qui savent que ça va pas durer et que bientôt on sera éjecté de ce monde-là et on se dit merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et pas qu'est-ce que j'ai fait à nouveau. Pas qu'est-ce que j'ai fait genre il fallait que je fasse une grande œuvre. Non, qu'est-ce que j'ai fait genre merde. J'ai pas dit aux gens que je les aimais, j'ai pas assumé les choses, j'ai pas suivi mes désirs, j'ai pas été à la hauteur de moi-même. C'est ça le pire en fait, c'est pas d'être à la hauteur des autres. C'est quoi être à la hauteur de soi-même? Parce que c'est toi qui fixes tes attentes. Ouais, mais mes attentes en ce qui me concerne,
sont démesurées et je ne pourrais que me décevoir finalement. C'est d'ailleurs ce que je fais en fait depuis 35 ans, me décevoir. Alors là, on dirait une pause là. Si j'écoutais ce podcast et que je me connaissais pas, là je suis en train de me regarder par exemple, tu vois. Ouais. Là je me suis projetée à 2 mises en abîme plus loin. Attends, j'essaye de revenir. Et ben là je me dirais, elle pose, la fille et tout ça, elle dit, ouais, je peux que me décevoir. Oui, j'ai fait des trucs, c'est vrai, j'ai fait des trucs, il y a des trucs dont je suis contente. Donc je vais pas, c'est pas vrai, ma vie n'est pas qu'une suite d'échecs. C'est juste que moi je suis exigeante et que j'aimerais toujours plus. Je suis jamais satisfaite de ce que je fais. J'arrive à voir quand c'est pas si mal que ça et je suis contente de ça. J'ai de la gratitude pour ça. Mais c'est pareil en fait, la gratitude c'est un truc que j'aimerais bien cultiver chez moi parce que c'est hyper difficile. Je pense que le cerveau il a l'habitude, il y a des chemins neuronaux qu'il a l'habitude d'emprunter et quand c'est celui du malheur, ben il y va quoi. Il a trop l'habitude. Et en fait, moi, j'aimerais lui apprendre à aller vers ce qui est beau, aller vers ce qui est chouette. Et il a tendance il le voit, hein, mais il a tendance, quand il y a un truc qui va pas, à se concentrer sur ça aussi beaucoup, quoi. Et ça me saoule. Pourquoi tu travailles sur le fait... Si on était en mars, j'aurais pas dit ça me saoule, j'aurais dit ça me déplaît fortement. J'aime bien le fait qu'à chaque fois, la traduction mars-juillet. Pourquoi tu travailles sur... le fait d'essayer de faire des choses plus grandes plutôt que d'avoir des attentes raisonnables? Je travaille aussi sur ça. Mais c'est quand même pas super excitant, quoi. Mais là, en fait, on se parle à un moment vraiment bizarre de ma vie. Enfin, je pense qu'à un autre moment, j'aurais pu être beaucoup plus dans l'enthousiasme et d'ailleurs, j'aimerais quand même, si cette discussion sert à quelque chose, par rapport aux gens qui l'écoutent, j'aimerais bien leur transmettre de l'enthousiasme parce que c'est ça qui est chouette quand on écoute des gens parler, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est pas du tout ce que je fais. Je suis un peu en mode Kurt Cobain, j'écris mon journal intime, je m'ouvre les veines, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas ma mère, je vais faire une fugue, ok? Et j'aime pas du tout ça, d'ailleurs. Mais je dois avouer que je suis plus dans cet état-là, aujourd'hui. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, j'ai eu une année vraiment pas terrible, mais... Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il y a des choses dont t'as envie de parler? En gros, soit on n'en parle pas, et si j'en parle, il faut vraiment que je le fasse sans aucun pathos et de façon clinique et rapide et résumée. En fait... Si tu veux pas, on passe non, si, ça me dérange pas. J'ai perdu ma mère il y a quelques mois, et en fait, j'ai plus mon père depuis 11 ans à peu près. Et du coup, il y a plus personne, quoi. Ça c'est un rire gêné. Et en fait, ça faisait un certain temps que je vivais déjà comme une orpheline. Parce que sans rentrer dans les détails, j'avais plus aucun rapport avec ma mère depuis à peu près 10 ans. Et qu'avant ça, c'était déjà compliqué. Donc j'étais déjà un peu en deuil, en fait, de famille, en me disant, bah voilà, j'ai pas de famille, quoi. Ça a l'air très pathos, hein, mais je le dis parce que je pense, en fait, moi, les quelques fois où j'entendais des gens parler de mort, quand je la vivais moi-même, ça me faisait du bien. Donc je dis ça dans l'espoir que ça fasse du bien à quelqu'un. Et en fait, après, je l'ai revue, parce qu'elle était très malade, et elle est morte. Et du coup, là, je suis vraiment... C'est un vrai deuil. Du coup, là, elle est vraiment morte, quoi. Putain, ce podcast va faire rire personne. C'est horrible. Non, et c'est très bizarre comme sentiment. Parce qu'en fait, ce que je veux dire avec ça, c'est que, ayant perdu mon père avec lequel je vivais et que j'adorais très tôt, et n'ayant plus personne vraiment que je voyais, enfin n'ayant pas de famille, je pensais être aguerrie et savoir ce que c'était que la solitude. Et en fait, quand les gens meurent pour de vrai, en fait non, c'est toujours surprenant. À chaque fois, on se dit ah merde, tout parle de mort depuis la nuit des temps. On fait que parler de ça. Mais en fait, quand ça survient, il y a toujours ce même truc incroyablement mystérieux où on est exactement comme un chien. Tu sais ces vidéos où les gens se mettent derrière un drap, oui. Et ensuite quand ils jettent le drap par terre, ils ont disparu et le chien a vraiment une tête de point d'interrogation, genre Cette comparaison est si triste. Et on est comme ça quand quelqu'un meurt, on se dit mais c'est pas possible. Juste avant, il respirait et là, il y a plus personne. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Pourquoi cette boîte à musique est cassée? C'est trop bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on est vraiment en train de chercher derrière le drap. Et c'est vraiment bizarre. Donc c'est une année très bizarre, c'est une année de solitude intense. J'ai plus du tout de famille. J'ai pas envie de parler. Si, il me reste une personne que je connais pas très bien,
qui est jeune, et j'espère que je m'entendrai bien avec elle. Mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails, c'est suffisamment compliqué comme ça. Et ben je me dis, bah voilà, alors là je vais dire un truc de développement personnel débile, mais je m'en rends compte plus que jamais. Ce fameux truc de ouais, mais faut que tu sois tes propres parents. Quand on n'a pas de parents, ou moi c'était mon cas pendant longtemps du coup, parce que même quand ma mère était en vie, du coup je la voyais pas. Et ben les gens te disent, faut que tu sois tes propres parents. Mais c'est trop chiant quoi. Moi déjà je veux pas d'enfants. Je sais qu'il faut pas dire ça parce qu'après des gens s'énervent et il faut en parler et argumenter pendant des heures. J'ai pas envie d'argumenter ça, j'en veux pas, voilà, c'est comme ça. C'est quand même mon ventre quoi et ma vie. Et être ses propres parents, je le découvre vraiment maintenant. Je le découvre maintenant parce qu'avant je me traitais pas super bien. Parce que c'était beaucoup plus facile. À nouveau, on revient toujours au même truc. C'est beaucoup plus facile de s'autodétruire que de construire. C'est beaucoup plus facile. Et moi, je suis assez contente. En fait, j'ai de la gratitude envers la Eva du passé qui, quand même, a fait pas mal de bêtises, mais qui a quand même construit quelques trucs et qui a mis des petits pions quand même stables dans une vie qui l'était vraiment pas, en fait. Et je remercie cette Eva. Et là, on dirait vraiment que je suis américaine. Il faudrait que je parle de Dieu maintenant. Et de dire tout ce que mes parents m'ont transmis. Non, pas du tout. Ils étaient pas là. Non, donc être ses propres parents, ouais, c'est super difficile et je suis en train d'apprendre à le faire. Parce qu'il y a en fait, c'est aussi tragique qu'une bonne nouvelle. C'est tragique dans le sens, oui, bah voilà, je suis seule, j'ai pas de famille, ouin, ok. On sait ça, c'est triste et tout ça. Et en même temps, waouh, c'est génial, déjà j'ai plus personne à décevoir. Arrête de te vanter. Il y a toujours moi, mais bon. Non, et surtout, maintenant je décide entièrement. Alors c'est vertigineux parce que j'ai une responsabilité terrible. Je décide de tout, mais depuis des années en fait, bien avant la mort concrète du dernier membre familial qui restait. Mais récemment, je l'ai mis à exécution, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai arrêté de boire il y a 6 ans, maintenant 6 ans et demi. Et c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Et en fait, la première réaction qui m'est venue là dans un truc où j'étais hyper mal et tout ça, la première réaction qui m'est venue, c'était oui, mais peut-être que si je rebois de la vodka et que je prends du Xanax, je pourrais le supporter. Et ça, c'était la réaction de l'adolescente, voilà. Et en fait, après, je me suis dit non. Imagine, je suis mes parents, mais des bons parents, hein, parce que imagine, je suis mes parents, mais je suis des parents de merde, ça marche pas. Bottoms up. Je me serais frappée. Imagine, je suis des parents et en plus, je suis des bons parents. Et j'ai pas du tout envie que ma fille soit mal, quoi. Et donc, en fait, je le fais. Et c'était fou. Je me suis occupée de moi. Et je sais, enfin, non, peut-être là, ça a l'air débile, non, je sais pas. Non, justement, c'est intéressant. Non, mais j'ai l'impression de dire un truc tellement mielleux et tout, genre, ouais, oui, je me suis occupée de moi et tout. Mais en fait, c'est obvious, mais personne le fait. Oui. Et c'est pour ça, en fait, que c'est pas mielleux. En fait, justement, j'aimerais bien arriver à transmettre que c'est pas mielleux. À une période, tout le monde était, quand il y avait des articles sur mon émission, on disait toujours, elle a érigé la bienveillance en principe, blablabla. Et en fait, il y avait des gens qui écoutaient pas l'émission, qui la connaissaient pas, et qui disaient, parfois je recevais, gna gna gna, il va Bester avec sa bienveillance, ils sont bénis, oui, et gna gna gna, miel. Sauf que non, en fait, justement pas. Pour moi, c'est presque subversif, la bienveillance, parce que ça vient, c'est tellement pas naturel. Enfin, c'est naturel quand on voit un truc mignon, mais genre un bagel ou un animal, mais je veux dire, c'est pas naturel, quoi. C'est vraiment un combat de tous les jours. Bien sûr que c'est plus facile, et ça rejoint à nouveau ce que je disais. Oui, c'est plus facile d'être dans de la destruction. Oui, c'est plus facile d'insulter quelqu'un. Oui, c'est plus facile de haïr son prochain. Et de se plaindre tout le temps, et de mettre toute la responsabilité sur les autres, et de dire que la vie c'est de la merde, et que c'est horrible, et que c'est cruel, et qu'est-ce qu'on fout là, et de toute façon, personne n'est gentil avec moi, et si jamais je suis nulle, c'est de la faute de nanana parce que j'ai eu une enfance de merde, nanana, je parle pas de moi, là, je parle des gens en général. Mais c'est trop facile, en fait, c'est pas vrai. À nouveau, je fais l'effort d'aller vers la création. Ouais, à nouveau, je fais l'effort d'être mon propre parent et un bon de préférence et de pas me laisser aller. Donc là, un appartement, si tu le laisses, il y a de la poussière. Eva, si tu la laisses, elle va boire de la vodka. Et j'ai mis une autorité parentale, quoi. C'est quoi qui t'a fait avoir ce déclic d'être ses propres parents? Le fait de pas en avoir, déjà. Oui, mais ça fait pas longtemps que t'as eu Est-ce que c'est vraiment la mort de ta mère qui a fait que, ou est-ce que même avant tu t'étais dit... En fait, c'est un truc, c'est marrant, mais il y a pas longtemps, j'avais reçu Boltanski dans l'émission que j'anime sur France Inter, donc, et il disait un truc dans cette interview, donc il y a tout son travail qui parle vachement de la mort, et il disait, quand mes parents sont morts, j'ai eu un déclic et je me suis dit, waouh, c'est moi le prochain. En fait, ce truc, c'est totalement virtuel, parce qu'en fait, t'as autant de chances statistiquement de mourir
Enfin, je veux dire, tes parents, ils peuvent mourir n'importe quand, ils peuvent mourir par accident, par maladie, par, tu vois, tu peux même être orphelin dès ta naissance s'ils sont morts juste avant ou pendant ou quoi. Mais en fait, c'est vrai que virtuellement, on se dit, ah oui, maintenant, il y a plus personne, en fait, entre la mort et moi. C'est moi le prochain, quoi. Là, je viens de revoir le 7e saut de Bergman, qui est un film sublissime que je voulais pas... que j'ai fui pendant longtemps parce que les choses tristes m'atteignent trop, donc je fuis à tout prix ça. Dès que ça parle de mort ou dès que ça parle de famille, des familles heureuses, je fuis ça. Parce que ça me fait trop de peine. Et je pleure devant Disney Channel. C'est fantastique, du coup. Ouais, c'est exactement ça, c'est le style fantastique. Mais ce film est vraiment sublime et ça commence par, je spoil rien puisque c'est la première scène, un mec que la mort vient chercher et il dit mais je suis pas prêt, elle dit mais je te demande pas si t'es prêt en fait, c'est ton heure est venue et je suis venue pour te chercher. Et la mort a un menton incroyable. Enfin moi si je suis face à ce menton, j'essaye même pas de négocier quoi. Genre je vois son menton, je fais OK, c'est bon, je te suis. Genre le charisme du menton est fou. Et en fait, il dit, tu sais jouer aux échecs, et il arrive à persuader la mort de jouer aux échecs. Donc Boltanski disait, c'est moi le prochain, et là je viens de faire un énorme détour par Bergman, mais parce qu'il fallait quand même que je mette un mec un peu cultivé dans l'histoire. Ce qui a changé avec la mort de ma mère, en fait, ce qui a changé, c'est juste que la peur est encore plus forte. C'est-à-dire que avant j'avais peur de la mort parce que mon père avec lequel je vivais avait une maladie assez épouvantable, qui a fait que, en gros, c'est passé de quelqu'un de plein de vie, incroyablement dans la vitalité, à en 1 an et demi, presque un légume, mais en gardant toute sa tête. Donc c'était vraiment, vraiment très éprouvant et ça donne pas foi en l'avenir quand on vit ça. Je le vivais au quotidien, quoi. Et ma mère a eu une maladie aussi assez épouvantable et elle est morte jeune en plus. Et en fait, bah du coup, la peur de la mort, vraiment chez moi, c'est pas résolu quoi. Là, non seulement j'ai peur, mais en plus, je pense que je vais avoir une maladie et je supporte pas l'idée quoi. Je me dis mais c'est épouvantable en fait. Voilà, en fait, on passe toute la première partie de sa vie, donc la jeunesse, à être super mal dans sa peau et à rien comprendre et à se prendre la tête dans des murs. Et puis après, quand on a enfin compris les choses et qu'on s'accepte un peu, bah on est vieux et donc après on est malade et on a mal et on tousse et on se vomit dessus puis on meurt quoi. Donc en attendant, il faut faites des trucs, enfin je vous en supplie, faites des trucs, aimez-vous, dites aux gens que vous les aimez, ça paraît débile. Non d'ailleurs, dites pas aux gens que vous les aimez, je sais pas, si vous avez envie de prendre un cours de danse ou un cours de dessin ou je sais pas quoi, faites-le. Enfin hier, j'ai vu un mec qui m'a raconté qu'il a attendu ses 32 ans pour prendre un cours de danse alors que depuis qu'il était petit, ce qui le faisait vibrer, c'était la danse. Il était obsédé par ça, il a attendu 32 ans pour prendre un cours. Et aujourd'hui, il est danseur. Je trouve ça génial. Mais il me dit, j'aurais tellement dû le faire avant. Enfin, c'est vrai. Il y a des choses que t'aurais voulu faire plus tôt, toi ? Moi, j'aurais adoré faire des mathématiques, mais c'est vraiment pour une autre vie. Et j'aurais adoré aussi, je dessine comme une patate, mais j'aurais adoré faire de l'illustration. Je sais pas dessiner, c'est mon fantasme. Je me dis, peut-être que je pourrais prendre des cours d'illustration. Pas de dessin, pas le dessin sérieux où on dessine des nus et tout ça. Toi, tu veux juste dessiner des chiens ? Ouais, je vais dessiner des chiens. C'est vraiment quelque chose que j'adore et qui me met en joie. Je pense que notre première entrevue était beaucoup plus funky. C'est vrai que là, je suis dans un... C'est pas une année super marrante, mais je rigole quand même et j'ai... Oui, en vrai, souvent, t'es très rigolote. Merci de le préciser parce que sinon les gens vont penser que c'est les pompes funèbres. Très, très rigolote. Mais en fait, je pense que c'est aussi le fait d'être confrontée à tout ça qui me donne une urgence de rire, quoi. Je sais, et beaucoup de gens sont au courant, mais je sais ce que c'est que cet endroit dans l'existence où personne n'a envie d'aller. L'endroit que tout le monde fuit. L'endroit de l'horreur. On peut dire ce mot, oui. Est-ce qu'on peut dire ce mot premier degré? Oui. J'ose. Aujourd'hui, j'ose. Oh là là. Je sais ce que c'est. Et je dis pas ça pour me vanter, hein. Je veux dire, il y aura toujours des gens qui auront connu bien pire que moi, évidemment. Et ce qui ne me réjouit pas pour eux. Mais je sais ce que c'est, quoi. Et donc, quand on connaît ça, tout est bien plus précieux, en fait. Et tout a plus d'importance, finalement. Je pensais pas du tout qu'on prendrait cette direction. Mais moi non plus. Vas-y, enchaîne. T'as dit, tantôt, quand on est jeune, on n'a rien compris. Qu'est-ce que t'aurais aimé comprendre quand t'avais 18 ans ?
Quand j'étais petite, j'étais une énorme mythomane parce que j'avais trop honte de moi. Mais j'avais tellement honte, je me détestais, quoi. Vraiment. Je me détestais et je pensais que j'étais vraiment quelqu'un de pas aimable. Et pour qu'on m'aime, je racontais n'importe quoi. Donc d'abord, j'ai eu ma période où j'étais américaine. Bastard. Ouais, alors qu'en fait, enfin, mon père était polonais, donc vraiment rien à voir, mais ça ne sera jamais à la mode, la Pologne. Et donc, je disais que j'étais américaine parce que c'était trop cool et que je lisais les comics en anglais, quoi. Et c'était super. Et puis après, au lycée, je traînais qu'avec des rebeux, donc j'avais dit que j'avais des origines tunisiennes. Je rêvais, c'était mon rêve, quoi. Je voulais être arabe, vraiment. Et je rêvais, après d'apprendre l'arabe, parce que je rêvais d'apprendre toutes les langues du monde, et de faire des événements culturels entre tous les pays arabes et la France. C'était un de mes rêves. Et c'était un truc pour être accepté, quoi. Pour être dans le groupe. En vrai, tu détestes les Arabes. Je les déteste. Non, mais c'était pour faire partie d'eux. Ouais. En fait, on passe quand je dis cette période où on est super mal à l'aise et tout, où on est mal à l'aise dans sa peau, on a honte, on essaye de faire partie du groupe. Aujourd'hui, je fais pas partie du groupe, je le sais. Non, mais je dis ça et à nouveau, on dirait que je me la raconte en disant, hey, je fais pas partie du groupe et je suis trop un rocker. Je suis vraiment pas un rocker, en fait. T'es un peu un rocker. Je suis un peu un rocker, mais un rocker dans une vieille salle que personne de province écoute, mais... où, ouais, il y a personne, quoi. Personne n'est venu à mon concert. Juste l'ingé son. Et encore. Et il l'a mis tout en automatique et puis il s'est barré fumer. Ouais. Ouais. Mais il fume depuis 5 ans. J'espère qu'il va revenir. Et je sais pas, j'ai accepté, quoi, le fait d'être seule. Et en fait, c'est toujours paradoxal, mais c'est parce que j'ai accepté le fait d'être seule et de pas appartenir à un groupe que du coup maintenant j'ai beaucoup plus d'amis qu'avant et qu'il y a vraiment des gens auxquels je tiens et qui tiennent à moi, j'ai l'impression, et avec lesquels qui sont fiables. En fait, j'ai des familles d'adoption un peu partout. En fait, le fait de pas avoir de famille fait que j'ai des familles d'adoption un peu partout et que pour moi l'amitié est une des choses les plus importantes au monde parce que c'est choisi, c'est une famille choisie et ça n'a pas de prix. Tu demandais aux gens de t'appeler Nicolas aussi? Ouais, ça t'as lu le même article que tous les gens qui me reparlent de ça. C'est vrai? En fait, quand j'étais petite, j'étais un garçon manqué et j'avais une coupe au bol. Ma mère voulait un garçon, elle m'habillait en garçon. J'avais vraiment une coupe au bol. J'étais assez beau gosse, hein, je dois quand même le dire. Et j'allais au parc, dans des parcs, et j'allais voir des petits garçons, quoi. Et je leur disais, salut, je m'appelle Nicolas, tu veux jouer aux Tortues Ninja? Et ils disaient ouais, et c'était trop cool. Si seulement les rapports humains étaient restés aussi simples. Mais t'as déjà essayé de juste faire ça? Tu vas voir des petits garçons dans un parc. Ouais, ouais. Je le fais assez régulièrement, mais ça se termine mal en général. Et la mythomanie, ouais, en fait, j'ai arrêté assez vite. Et ce qui est assez bien, putain, mais en fait, je vais encore sonner. Allez, vas-y. Ouais, allez, j'y vais. Vas-y. Allez, j'y vais. En fait, on ment parce qu'on a envie qu'on nous aime. Mm-hmm. Mais le calcul est vraiment très mauvais parce que si jamais on t'aime pour tes mythos, ça veut dire qu'on t'aime pas vraiment pour ce que t'es. Donc dans le meilleur des cas, on t'aime grâce à tes mythos, mais en fait on t'aime pas vraiment pour ce que t'es puisque c'est des mensonges. Et dans le pire des cas, en fait t'as menti, mais en plus on t'aime quand même pas. Donc c'est vraiment pas un bon calcul. Ouais, mais est-ce que c'est pas encore pire si les gens te voient tel que t'es et toi tu dis oh putain j'ai montré qui j'étais et ils m'aiment pas, tu te sens encore plus rejeté. Tandis que s'ils t'aiment pas parce que t'as menti, t'as toujours l'excuse mais c'est parce que j'ai pas fait un mensonge d'assez bonne qualité. Ouais, mais je me suis quand même rendu compte en grandissant que c'était tellement plus confortable de pas mentir et surtout donc moi maintenant mon paradoxe de ça, d'avoir été une si grande menteuse dans l'enfance et dans l'adolescence, c'est que maintenant je déteste mentir, mais j'ai horreur de ça. Je peux pas mentir en fait. Maintenant je suis hyper honnête, un peu trop, et je dis tout le temps tout en fait, sans filtre, comme un chien. À nouveau, je pense que je suis vraiment un chien. Mon animal totem c'est le chien. Je suis un gros labrador. Et non, même si en fait, Peanut Butter. Ouais, je suis Mr. Peanut Butter dans BoJack Horseman. Il est vraiment débile, hein. Ouais. Merci d'avoir choisi le personnage le plus débile. C'est le seul labrador que je connais. Ouais, mais ça c'est quelque chose, ça c'est vraiment un différent qu'on a, Fanny, parce que moi j'aime beaucoup trop les chiens et toi vraiment tu les méprises et tu les détestes même, c'est de la haine mais que t'éprouves. Je les conchille. Mais c'est voilà, tu vois, et c'est pour ça que parfois je me demande si t'es pas monstrueuse finalement. Alors si, mais ça n'a rien à voir. Comment est-ce qu'on est arrivé à l'histoire de mythomanie? Je sais plus du tout, comme tous les trucs dont on a parlé, et surtout je me dis oh là là,
les gens qui vont écouter le podcast vont être déprimés. Genre, j'ai parlé de tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre, en fait, de la mort, de la maladie, de la solitude. On dirait, enfin, c'est l'enfer ce podcast. J'ai moi-même envie de me quitter là à l'instant. Oh non, si pas encore. Et de parler d'autre chose, quoi. Parlons d'autre chose alors. Tu veux parler encore de chiens? Moi, j'adore parler de chiens. Moi, je peux parler de chiens toute la vie. J'ai plein de chiens imaginaires qui sont nés pendant le confinement, que j'ai mis d'ailleurs dans des vidéos YouTube. Permafrost, le père de tous. Et récemment, j'ai fait la rencontre d'un flamant rose. D'un flamant rose du nom de Poudrus, parce qu'il est latiniste et il a un nightclub. Et en fait, de profil, il a vraiment énormément de charisme, mais de face, il est tout fin. Il est en une seule dimension. On ne le voit pas et c'est son drame. Et alors, je dois dire, puisque en tant que créatrice, je pense que les gens ont envie de savoir ce que c'est que mon processus de création. Comment est née cette idée de Poudrus? J'étais avec toi, Fanny. Et il y avait un truc fluo, là, dans les verres qui sert... Une touillette. Ouais, une touillette. C'est trop mignon, le mot touillette. Oui, c'est trop mignon, mais je crois qu'il y a qu'en Belgique qu'on l'utilise. C'est vrai? Tous les mots mignons, c'est en Belgique ou au Canada qu'on les utilise, en fait, en français. En France, on est vraiment passé... Un mélangeur. Voilà Poudrus, sa carrière éphémère dans les médias. C'était ton moment, Poudrus. Qu'on embrasse d'ailleurs. Ouais. C'est quoi le dernier truc qui t'a procuré une joie immense? Alors, j'ai envie de pleurer en trouvant la réponse, c'est l'invention de Poudrus. Mais je suis au premier degré. Je sais. Ça, c'est ça. Je pense que je pourrais passer ma vie à inventer des personnages nuls, comme ça, avec des têtes idiotes qui ont des caractéristiques inutiles. Mais vraiment, ça me procure une vraie joie. Une joie pure, enfantine, ce qui est très rare. Et j'essaie de retrouver les euphories d'alcool et c'est pas facile, quoi. Oh putain, ça y est, je recommence à partir dans des trucs super dark. Je te laisse parler une minute. Non, voilà, on vous laisse une minute et tout de suite, vous êtes dans les cercueils. Sortez maintenant. Sortez de cette urne funéraire. Merci. Mais oui, vu qu'on va y retourner de toute façon, allons-y. Il y a un truc que tu m'as dit avoir appris ces derniers temps, qui est de choisir ses problèmes. Alors attends, je l'ai appris. Oui, t'as appris le concept, j'ai appris pas le concept. encore appliqué. Pas encore appliqué. En fait, c'est un truc dans la série des milliards de livres de développement personnel qui, la plupart du temps, me font horreur. Il y en a un qu'on m'avait fait lire il y a je sais plus combien d'années, qui était How Not to Give a Fuck. Enfin, comment s'en foutre de tout, quoi. Oui, en français, c'est l'art de s'en foutre, il me semble. Peut-être. Mais moi, je suis américaine. En anglais. N'oublie pas que je suis américaine. Ok, Nicolas. Et tunisienne. Et donc, dans ce livre, il y a une seule phrase que j'ai retenue et qui vraiment a éclaté là, parce que là, cette année, donc, suite à divers décès, parce qu'il y en a eu plusieurs. Suite à moult morts. Voilà, suite à moult disparitions physiques, pour toujours. Eh bien, j'ai 100 milliards de trucs administratifs incroyablement chiants à faire. Mais vraiment, c'est très, très désagréable. Je veux dire, s'occuper d'un enterrement entièrement, c'est vraiment quelque chose de chiant. Voilà, je vous le dis, je vous spoil. Si ça ne vous est pas déjà arrivé, c'est vraiment chiant. Et les successions, c'est chiant. Tout est chiant. Et là, je dis chiant. Et en mars, j'aurais sans doute dit chiant aussi. Bim, je suis une rebelle, qu'est-ce qu'il y a? Donc en fait, cette année, je m'occupe de choses concrètes, très désagréables et très très ennuyeuses. Et ça prend la plupart de mon temps finalement. Et avant, je me suis rendu compte que j'avais pas envie que ce soit ça mes problèmes en fait. Et que ce qu'il dit dans ce livre que j'ai entièrement oublié, parce que tous les livres de développement personnel, je les ai oubliés parce qu'en fait, on dit toujours la même chose et ça a jamais vraiment marché pour moi. Mais c'est toujours agréable sur le coup quand on va super mal de lire un truc où quelqu'un te dit mais non t'inquiète ça va aller mieux, tu vas voir, si tu fais ma méthode, il y a tout le temps des méthodes nouvelles et apparemment ça change la vie. Bon ok, et ben c'est rassurant pendant 5 minutes. Et là, choisis tes problèmes, j'ai adoré parce que je me suis vraiment rendu compte que j'avais pas envie que mes problèmes ce soit ça. En fait lui il dit pas grâce à ma méthode ta vie il y aura plus jamais de problème, il dit il y a tout le temps des problèmes, il y en aura tout le temps jusqu'à ta mort. En fait c'est la définition de la vie, c'est qu'il y a tout le temps des problèmes. Mais la seule chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est que tu peux choisir tes problèmes. Donc, toi, t'es responsable de ça, en fait. T'es responsable de comment tu réagis et de les choisir. Et donc, est-ce que j'ai envie que mes problèmes, ce soit
à vie les problèmes que tout le monde a, quoi, les traumatismes d'enfance, tout ça, tous ces trucs qui vous gâchent quand même toute l'existence. C'est quand même incroyable ce déterminisme de familial, c'est vraiment une horreur. C'est pour ça que tu veux pas d'enfants ? Ouais, entre autres. Évidemment, je pense que je les frapperai. J'en dis trop, mais je suis sûre que des enfants du cosmos qui ne sont pas encore nés ont trop envie de naître sous mon joug. Naître sous mon joug, putain. Titre. Mais oui. Non, et alors... Choisir ses problèmes. Ouais, donc... choisir ses problèmes. Et en fait, je me suis dit, attends, est-ce que j'ai envie que mes problèmes, ce soit que des trucs administratifs et que des trucs de l'enfer, de passif, de vie, d'enfance, de traumatisme non résolu, de gna gna gna, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé, gna gna. Est-ce qu'on attend le grand procès de la vie qui va rétablir la justice et qui n'arrive jamais en fait et qu'on fait dans sa tête tout seul depuis sa naissance, ou est-ce qu'en fait à un moment on dit non, en fait j'ai plus envie que ce soit ça mes problèmes, j'ai envie que mes problèmes ce soit comment faire une super émission avec tel invité qui m'intéresse, comment j'ai envie que mes problèmes ce soit ça, quoi. Alors évidemment que j'aurais quand même les autres, j'aurais quand même tu dois rappeler le notaire et il te répond jamais. Le notaire qu'on embrasse d'ailleurs. Qu'on embrasse. Réponds. Ouais, réponds s'il vous plaît, maître. Répondez, quoi. C'est mon 8e mail. J'en ai marre. Vraiment. Donc évidemment qu'il y a tout ça. Mais je peux aussi, moi, décider de, tout en les faisant de façon un peu automatique, parce que c'est quand même très désagréable, me concentrer en tout cas la majorité du temps sur autre chose. Je peux faire en sorte que mon cerveau se concentre sur autre chose, qu'il soit animé par d'autres choses. Or, mon cerveau, s'il le choisit pas délibérément, il peut parfaitement passer toute la journée à être triste et irrité parce que un notaire lui a pas répondu. Mais si je choisis mes problèmes, bah je décide que non, en fait, ça, oui, c'est un petit truc chiant, mais je décide que ça reste un petit truc chiant. Et comment tu fais ? Ouais, pour le moment, ça marche pas. Hein. Ah, ok. Super. Mais c'est l'idée, quoi. Ok. Quoi ? Tu vois, en mars, j'aurais jamais dit quoi. Mais là, c'est parce qu'on n'est pas dans ton émission, c'est plus chill. Ouais, c'est là, vrai. T'es pas face à un philosophe. C'est vrai. Oui, qui sait ? Pas encore. Pas encore. J'ai réécouté l'épisode qu'on a fait il y a 1 an et demi. Et à la fin, je t'avais fait 5 questions de remède à la mélancolie auxquelles tu devais répondre. Et en le réécoutant, je me suis dit, putain, mais c'est une excellente idée. Bon, celle-là, tu la poses souvent. Donc, c'est pas du tout original. Mais c'est quoi le bruit de ton âme ? C'était une otarie déguisée en chien. Elle a l'air de souffrir un peu, non ? Ouais, c'est vrai que c'est... Mais je suis pas au top, là, comme disent les gens qui disent au top. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'emploie cette expression. C'est vrai ? Ouais. Eh ben, arrête. Ouais, j'aime pas du tout cette expression. C'est comme les gens qui disent ça roule. Je suis contre. Ça roule. Et ma puce. Non, mais on peut arrêter avec ça ? Ah non, mais ma puce, non ? Non. Ma puce, non. Surtout que... La réponse est non. À quel moment ça devait être un truc mignon ? Oui, c'est dégueulasse, une puce. Quand on est agressé partout, comment fait-on ? Là, il faut que je réponde autre chose que suicide, c'est ça ? Ça dépend, tu vois, tantôt tu parlais de transmettre des choses aux gens. Oui, c'est vrai, non mais ok. Alors attends, il faut que je sois dans mon rôle de... Vas-y. Je vais donner de l'espoir aux gens. Vas-y, donne-nous de l'espoir. Sachant que j'en cherche moi-même et que si quelqu'un en a, je suis prête à l'acheter à un bon prix. Quand on est agressé partout, en fait, c'est horrible. Je sais pas, moi, ça m'arrive souvent. J'ai pas de solution à ça. Hein. Je suis désolée, je suis hyper décevante. Mais ça, t'avais prévenu dès le départ. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, non, mais le monde est agressif, quoi. Enfin, moi, par exemple, je sais que une des raisons pour lesquelles j'aimerais bien vivre à Bruxelles à terme, c'est parce que je trouve que c'est beaucoup plus doux ici. À part la météo, c'est beaucoup plus doux qu'en France. Et encore, en France, pas dans toutes les villes. Il y a beaucoup de villes où les gens sont adorables. Il se trouve que je travaille à Paris. Et Paris, c'est terriblement agressif, mais je vais pas devenir cette personne hyper cliché qui fait ouais, Paris, c'est vraiment trop agressif. J'ai envie de me mettre au vert. Ouais. Non, j'ai pas du tout envie de me mettre au vert, j'ai peur des insectes. J'aimerais un verre sans insectes. Et une mer sans poissons. Oh là là. Ouais. Et un poisson sans arrête. Ah ouais. Mais il serait mou. il ferait exactement ce bruit. Comment trouver la limite entre vivre intensément et se détruire ? Bah ça, ouais. Je pense que c'est impossible. Vivre intensément, en fait, je pense que c'est forcément... On se détruit à des moments, quoi. Après, sauf si on est devenu un philosophe hyper sage et que vivre intensément, c'est dans la prière et la méditation, ce qui est pas encore mon cas. Mais je pense que vivre intensément, hélas, moi qui ai fait mon mémoire de fac
sur le portrait de Dorian Gray et sur l'hédonisme frénétique qui perd le héros, non, on va s'abîmer, quoi, c'est sûr. Parfois, on évite de vivre des choses trop exaltantes en se disant que la chute n'en sera que plus terrible. Est-ce que c'est votre cas ? Ça, c'est une question que j'ai posée ? Ouais. Bah là, en fait, quand je pense à ça, j'imagine tout de suite, par exemple, les relations amoureuses, quoi, de se dire, ah non, j'y vais pas parce que ça va être trop fou, et puis ensuite, ça va se terminer, évidemment, et ça va être horrible. Mais dans ce cas-là, on vit rien. Mais je peux pas faire la morale sur ce coup-là, parce que là, t'es quand même en train de parler à quelqu'un qui a adoré son chien, Maxime, parce que je voulais qu'il ait un prénom bourgeois. Ouais. Maxime, le roi des cimes. Donc Maxime. Et qui, en fait, ne s'est jamais remise de sa mort et qui ne veut pas de chien depuis parce que j'ai trop peur qu'il meure et je sais que quand mon nouveau chien va mourir, je vais jamais m'en remettre et ça va me refaire un nouveau traumatisme à ajouter à la liste de tous les traumatismes qui me rendent tellement triste. Et je peux pas. Et en fait, je sais que c'est pas être dans la vie de penser comme ça. Je sais que si j'étais dans la vie, je me dirais, bah, c'est totalement idiot parce que là, je m'empêche de prendre la chose que je préfère au monde, c'est-à-dire un chien. En plus, je pourrais lui donner une super belle vie parce que je m'en occuperais trop bien et donc potentiellement ce chien serait heureux. Et il y a plein d'années de joie et d'amour avant qu'il meure, mais moi je sais déjà que cette mort, je peux pas l'assumer. Moi j'ai eu mon quota de mort, hein. Moi ça suffit. Moi la prochaine mort c'est la mienne, hein, maintenant. Ça suffit maintenant. Hein. Inch'Allah. Ouais. Arrêtons avec ce suspense. Et ces aguiches de mort. Prenez-moi et qu'on n'en parle plus. Le saviez-vous, un Français consomme le double de pizza d'un Italien, 10 kilos par an en moyenne. Je suis vraiment pas sûre de ces chiffres. Hein. C'est bizarre, hein. Bah pourtant, ouais, mais c'est toi qui l'as dit. Hein. Sont vérifiés, c'est toi hein. qui l'as dit. Ah bah si c'est moi qui l'ai dit, c'est que c'est vrai. Les Français sont des gros porcs. Ce sera le teaser. Juste toi en boucle. C'est vrai, mais je pense que moi-même, je mange le double de pizza de toute l'Italie. Arrête de me chauffer. Ouais. En septembre, tu auras un essai sur Spilart. J'arrive jamais à le dire. Léon Spiliart. Spilart. Le peintre ostendais. Pourquoi c'est toi qui m'apprends à dire un truc en flamand ? Parce qu'en vrai, t'es pas belge, t'es américaine. Ouais. Parce que je tiens à le dire quand même pour ceux qui écoutent qu'à chaque fois que je pose à Fanny une question sur quelque chose de belge, ce qui me fascine personnellement, elle ne sait pas répondre. Non, mais je sais pas, moi, ce qu'on fait ici. C'est vrai que c'est moi qui t'apprends les trucs sur la Belgique et l'art belge. Et tu sais que Léon Spiliart, c'est avant que t'en parles, je ne connaissais pas. Oh là là, c'est merveilleux. Il va y avoir une grande expo au musée d'Orsay en octobre. Elle devait avoir lieu au printemps. Et elle va avoir lieu en octobre. Et donc, à cette occasion, l'essai sort avec un livret avec plein de tableaux que je commente. C'est un de mes peintres préférés. Je suis tellement heureuse qu'il y ait une grande expo qui lui soit consacrée. C'est quoi qui t'a touché chez lui ? Pourquoi t'as écrit un essai sur lui et pas sur un autre ? En fait, Spiliart, on dirait que c'est lui qui a créé tous les décors des films de Tim Burton. Moi, ce que je préfère chez lui, c'est ses encres noires ou bistres. C'est les arcades de la digue d'Ostende qui représentent, où c'est vraiment des paysages fantomatiques, avec la plupart du temps aucun personnage. Et pour moi, c'est une projection des états d'âme. En fait, la mélancolie, on est dans ces tableaux, mais on est à l'abri. Il en a fait de la beauté. C'est vraiment un alchimiste. En fait, tout ce que je vais dire là va être exactement ce que j'ai écrit dans mon essai, mais en bien plus nul. Parce que c'était l'époque où j'usais de COD et de COI quand je l'ai écrit. Et j'ai mis 1 an pour l'écrire. Et non, mais vraiment, ça me ferait super plaisir si vous le lisiez. Et c'est pas pour vous le vendre, parce que vous savez que je fais de la propagande pour les bibliothèques municipales. Donc si jamais il est dans une bibliothèque, ce qui me ferait trop plaisir, vous pourriez l'emprunter. Mais si vous êtes plus de 2 à l'emprunter, du coup, faudrait le réserver parce que il serait sorti. Bref, sortez-moi de ce Demandez à la bibliothèque de l'acheter. Oui. Demandez à toutes les bibliothèques de l'acheter. Si un jour j'étais ministre, ce que je serais jamais. Si, ça arrivera. Non, mais je dis ça parce qu'en fait, il y a un seul ministère qui me ferait kiffer, mais qui n'existe pas encore, c'est d'être ministre des bibliothèques. J'aimerais trop. T'autoriserais les chiens. Oui. Tu me dégoûtes. Il y aurait un rayon pour les chiens. Avec des livres en forme d'os et tout. Oh mon Dieu, je me réjouis. Est-ce que tu savais ? Non. À mon avis, tu le sais, mais je trouve ça hilarant
que quand on tape remède à la mélancolie sur Google, et donc on tape remède A, le deuxième résultat, c'est constipation. Eh ben oui, je le savais. Je trouve ça extrêmement drôle. Parce que quand en fait je veux partager les émissions sur Twitter, à chaque fois je tape remède à la mélancolie pour avoir le lien. Et je tombe à chaque fois sur cette proposition fort alléchante que j'espère fonctionnera en temps et en heure. J'y compte bien. En plus, je suis sûre que vu que je l'ai dit en riant, les gens n'ont même pas compris le mot. Et du coup, Constipation, Fanny Ruet, assumez-le. Constipation. Non mais une fois j'étais invitée dans une émission sur Nova où ils voulaient parler de remède à la mélancolie et pendant toute l'émission ils étaient en train de pouffer de rire en disant remède à la mélancolie, la colique pendant toute l'émission. Et moi j'avais hyper peur parce que c'était rare. Enfin pour moi c'était rare d'être invitée à la radio pour parler de mon émission. Du coup j'étais hyper coincée en train de transpirer et tout et j'étais genre voilà, c'est la chute de cette histoire. Il y aura pas plus. Dans cette histoire. Moi je prends ce qu'il y a. Et c'est ça le secret du bonheur, je crois, c'est prendre ce qu'il y a. Oui, c'est. Ah bah ça oui hein. Ça c'est du bon sens. Quand je rigole, je fais des bruits de cochon d'Inde. Ouais, j'ai connu un cochon d'Inde. C'est vrai. Ouais, c'était le cochon d'un de mes meilleurs amis qui s'est suicidé. Et alors, on parle de choses mignonnes. Je sais. Non, mais alors, en fait, non, mais vraiment, j'ai un truc, j'ai une grosse inquiétude, c'est que je me suis toujours demandé ce qu'il était advenu de ce cochon d'Inde après le suicide de mon ami, parce que je pense que tout le monde s'en foutait de lui, quoi. Tu vois, les gens étaient préoccupés, il s'est suicidé, voilà, il a volé la vedette. Et j'ai peur qu'il soit mort par la négligence, dans la négligence humaine, quoi. Quoi? Mais t'as demandé ou pas? Je peux pas. Non, je peux pas. Déjà, non. Parce que je pense qu'il est mort, en fait, là. Surtout, là, c'était il y a des années, donc il est forcément mort et je peux pas j'ai eu suffisamment de traumatisme, ok? Ça ressemble vraiment pas à ce que j'avais prévu. Mince, non mais qu'est-ce que t'avais prévu? Non mais ça me très gêne, bien. c'est vrai, moi aussi je pensais pas. Et c'est vrai que ça dépend des jours et que par exemple là en parlant avec toi, ça va mieux qu'au début où j'étais pas super heureuse quoi d'être en vie au début de la conversation, mais ça peut changer vraiment très très vite chez moi. Je propose que tu nous racontes la fois où t'as caressé un par une. Ok. Alors non mais t'as déjà tout raconté hein. C'est le suc de l'histoire, c'est ça. Attends, en fait, je vais biper le moment où j'ai raconté, comme ça tu le raconteras en exclusivité. Ok. Alors j'ai un péché mignon, c'est les pelages d'animaux vivants. J'adore caresser les animaux. C'est pas une métaphore, c'est dur. Non mais c'est dur de dire des phrases naïves comme ça, candides au premier degré sans avoir l'air con quoi. Et j'aime caresser les animaux et quand je vois un animal, j'ai envie de le caresser. C'est vraiment. Je pensais pas qu'un jour je donnerais une interview de ce type, c'est fascinant. Bref, je passe à côté d'une voiture, je le fais en cours parce que là quand même, en termes d'aguiche, on est quand même très long. Et un animal sublime au pelage lustré et flamboyant comme ça attrape mon regard et je sens qu'il veut des caresses. Il était sur le siège conducteur d'une voiture. Non, pas conducteur. Non, passager. Passager, bon, peu importe. C'est pour ça que j'ai pas reconduit depuis que j'ai eu mon permis en 1932. Et je l'ai caressé et c'était un manteau de fourrure. Voilà, avec dedans une grosse femme vulgaire. J'étais un peu déçue. Comment elle a réagi? Je sais pas, je suis partie, j'avais honte, je pense qu'elle était offusquée, quoi. Bon. C'est quoi la chose qui t'a rendue la plus fière ces derniers mois? Waouh, la plus fière? Ouais, le truc où tu te dis, putain, t'as géré, meuf. Franchement, j'ai organisé un super enterrement. Et sinon, un truc plus tourné vers la vie. Non, mais alors, après, pour de vrai, franchement, l'enterrement était non, je vais pas pouvoir me sortir de ce truc, en fait. Je suis au premier degré. J'étais contente vraiment de l'enterrement. J'ai trouvé qu'il était, vraiment, pas honteux, quoi.
Le MC était vraiment super, pour de vrai. Et je sais que là, on dirait que je fais une blague. Vous êtes chaud. Ouais, on dirait que je fais une blague, mais il était formidable. Parce que c'était laïque, et c'est pas facile en fait quand c'est laïque de pas juste jeter les gens comme ça dans la terre et se casser. Je pense que j'ai jamais vu un enterrement laïque. Et ben, il y a un mec, c'est un maître de cérémonie vraiment. Et il vient et il était sobre et donc très élégant et c'était super. Mais à part ça, là, je voulais un peu évidemment faire une réponse marrante. Enfin, marrante, entendons-nous bien. Non, je crois que le plus fier, c'est vraiment le livre Léon Spiliart. Je suis trop contente, quoi. C'est marrant. J'ai vraiment écrit ce livre avec du sang. C'était douloureux et dur et tout ça. Et en fait, le seul moment cool dans ce processus de création, c'est juste de le voir sortir. Donc c'est très ingrat en fait l'écriture. Mais je suis tellement contente que ce livre existe et c'est tellement gratifiant d'avoir des trucs, parce qu'on a tout le temps des trucs dans sa tête et ils existent jamais dans le monde tangible. Et j'ai tellement de projets moi qui n'existeront jamais. Et là d'un coup d'avoir un projet qu'on a connu comme une idée et qui maintenant existe, c'est une vraie fierté, ouais. On a eu une discussion assez chouette il y a quelques jours justement là-dessus, sur le fait que moi, j'ai tendance à vouloir à tout prix aimer le processus plutôt que le résultat. Et on n'était pas... En fait, la façon dont toi, tu le vois, ça un peu fait voir les choses différemment. Je sais pas encore si je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, il y a ce truc de si t'aimes pas le processus, ça vaut pas la peine de faire les choses. Ah mais non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, mais tu vois quand même l'écriture comme un truc assez douloureux, assez... Ouais, mais j'ai un rapport ambigu à l'écriture parce qu'en fait... je le vois pas comme un truc douloureux. Il se trouve que là, ça l'a été. Parce que je me traînais et j'ai que des métaphores canines pour illustrer les choses de la vie, oui. Mais c'est comme un chien quand on veut lui donner un bain et qu'on le traîne vers la douche ou la baignoire et qu'il veut pas. Et qu'il fait comme ça. Alors sachez que mon imitation est vraiment époustouflante, là. C'est que, en fait, là, on revient à la notion de désir et même à une notion sur laquelle je m'interroge beaucoup en ce moment, qui est la notion de jeu, de ludique. Je me rends compte que je mets peu de ludique et de jeu dans les choses sérieuses, alors qu'en fait, c'est justement celle-là où on devrait en mettre en priorité. Et l'écriture, c'est le cas. Et en fait, l'écriture, j'adore ça parce que depuis que je suis petite, j'écris plein d'histoires et en fait, parce que ça m'amuse, parce que c'est gratuit, ça n'a aucune utilité, ça sort, c'est comme ça et c'est vraiment l'imagination pure qu'on a dans l'enfance et que je pense qu'on a toute sa vie, en fait, si on accepte que non, un adulte n'est pas fait que pour faire des PowerPoint et peut faire des choses rigolotes aussi. Mais dès que ça devient une commande, dès que ça devient sérieux, dès que ça devient du travail, je sais pas pourquoi il y a un truc dans mon cerveau qui bug et qui ne s'amuse plus et je veux pas. C'est comme vraiment je rechigne devant la responsabilité. C'est devenu sérieux. Spiliart, j'avais trop envie d'écrire sur lui quand c'était que pour moi. Et puis à un moment, on m'a dit tiens, tu t'écrirais pas un essai sur Spiliart? Et j'ai fait ah ouais, trop bien, j'étais trop excitée et tout ça. Mais dès qu'il y avait la commande, j'avais peur, je voulais plus y aller. C'était sérieux en fait. C'était sérieux, quoi. Puis il y avait d'autres gens qui attendaient des trucs et la pression que ça m'a mise, je sais pas. Mais c'est quoi qui te dérange là-dedans? C'est l'attente, c'est le fait que... Non, je pense que je pense que j'idolâtre la littérature et l'écrit. Et qu'en fait, moi, je me permets même pas d'y aller parce que j'ai trop d'idolâtrie pour les grands écrivains, quoi. Et que donc en fait si c'est pas sérieux, il y a pas de problème, mais si c'est sérieux, soit t'es Gustave Flaubert, soit t'es personne. Il se trouve que je suis personne du coup, et ça va être comme ça pendant toute ma vie vu que je serai jamais Gustave Flaubert. Mais pourquoi tu veux... Ah non, mais je devrais le désacraliser. J'ai totalement tort. J'ai entièrement tort dans cette histoire. J'en ai conscience. Et je trouve ça génial justement. Moi, j'admire énormément les gens qui font, parce qu'ils font. Et pour ça, il faut arrêter de se regarder justement et faire quoi. C'est tout. Et moi, j'ai fait quand même, j'ai dépassé ce truc avec l'essai sur Spiliart, par exemple, où vraiment je me disais, je suis pas à la hauteur. Mais en fait, cette truc d'humilité excessive, mais en fait, c'est prétentieux. C'est se regarder à nouveau. C'est ça que j'aime pas. C'est qu'en fait, on se regarde quand on fait non, je suis nulle, je suis qu'une merde. Mais c'est super narcissique de faire ça. Mais attends, mais juste prends ton calepin, là, prends ton stylo et écris, là, au lieu de te regarder à nouveau. En fait, que tu te dises, je suis un génie ou que je suis une merde, c'est narcissique. T'es en train de te regarder le nombril. Fais. Si ça te tient à cœur, fais-le. Si ça te tient pas à cœur, peut-être le fais pas, tu vois. Peut-être garde-le pour toi, pour ton journal intime. Mais si ça te tient vraiment à cœur, fais-le. Quoi que ce soit vraiment, ça, j'en suis persuadée. Si ça te tient à cœur, fais-le. Mais en même temps,
Et ça aussi, ça rejoint. En fait, c'est pas que se regarder le problème. Je pense que plus ça te tient à cœur et plus il y a de la résistance. Pourquoi ? Parce que c'est terrifiant, je sais pas. Parce que tant que ça reste un projet, tu sais pas l'avoir gâché. Ouais, tant que ça reste un projet, c'est beaucoup plus confortable en fait. On se dit, quand je dessinerai, ou quand j'écrirai, ou quand je ferai un film, ou quand je me marierai, ou quand, je sais pas, j'essaye d'imaginer un panel que des gens puissent dire. C'est pas français cette phrase. Bref, ce mot est formidable. Bref, comme épitaphe, c'est pas mal. Bref. Non, c'est pas terrible en fait. Non, parce que surtout j'ai l'impression que c'est l'inverse de ce que tu voudrais dire. Toi, tu mettrais genre enfin. Point d'exclamation. Enfin. Alors que c'est pas très littéraire les points d'exclamation, ça fait un peu genre hey, je mets des smileys sur ma tombe. Ouais, puis ça fait trop genre les gens qui mettent des trop longues publications sur Facebook avec trop de ponctuation. Ah non, les gens offusqués. On emmerde les gens offusqués. Ah ouais, franchement, oui. C'est genre les gens qui ont pas les couilles d'être en colère. Mais c'est ça. Faites. À nouveau, on revient toujours à la même chose. Faites, arrêtez d'être offusqué, arrêtez d'exister comme victime. C'est trop facile. Non mais je dis ça et je sais que là tout le monde va s'énerver. Genre oui, mais moi, bien sûr qu'on a tous un énorme potentiel de victime. Je dis pas du tout le contraire. Et quand je disais que tout le monde avait vécu des traumatismes, la plupart en ont vécu. Il y en a qui en ont pas vécu. Enfin, c'est statistique. Hein, et puis il y en a qui ont vécu des choses. Ouais, loser. Non mais tant mieux. Mais je veux dire, juste ok. On a vécu ça. C'est horrible. Il y a des choses qui sont inimaginables du point de vue de l'horreur. Et ben. Est-ce que c'est possible d'en faire quelque chose ? Je sais pas. J'aimerais bien, plutôt que d'être offusqué, d'être érigé en victime, que le seul but ce soit d'être une victime en fait. Reconnue en tant que victime. En fait c'est ça, bien sûr qu'on peut être une victime. Il y a des fois on est une victime en fait, on n'a pas le choix. Mais par contre on a le choix de baser toute sa vie sur je suis une victime, reconnaissez-le. Et ok bon bah ouais sur ça j'ai été une victime. Et puis qu'est-ce que j'en fais quoi ? Mais c'est pas facile, hein. Je donne un conseil, c'est pas une injonction, enfin ça a l'air d'une injonction. C'est des problématiques qui me traversent, c'est pour ça que j'en parle. Avec autant de véhémence. C'est quoi le truc le plus important que t'as appris à ton sujet ces derniers mois ? À mon sujet ? Ouais. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, ouais. Bizarre. Alors je dirais pas comment je l'ai appris, parce que c'est trop intime, mais j'ai appris que je pouvais me surprendre. Et ça... c'est vraiment une super bonne nouvelle. Parce que quand on a une tendance à être très pessimiste comme moi, on a l'impression que tout est figé. On a l'impression que tout est déterminé. C'est ça qui me rend le plus triste en fait. C'est le déterminisme. C'est le mini point qu'il y a dans un champ des possibles. Moi, mon champ des possibles, il est au singulier, quoi. Il y a un point. Il n'y a pas un champ avec plein de trucs. Il y a un point. Pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est comme ça que je me sens la plupart du temps. Mais là, justement, récemment, j'ai vu que je pouvais me surprendre. J'ai vu que je pouvais avoir des réactions que j'ai pas l'habitude d'avoir. J'ai vu que je pouvais faire des choses que j'aurais jamais pensé pouvoir faire. Et donc en fait, je me suis surprise. Et à partir du moment où on peut se surprendre, c'est que tout est possible en fait. Enfin presque. Et ça me réjouit. Au premier degré. Je propose qu'on termine là-dessus parce que c'est un des rares trucs positifs. Je suis désolée, mais si tu veux, est-ce qu'on pourrait en refaire un troisième un jour ? Ouais. Parce que là, en fait, j'ai l'impression d'un ratage. Mais j'assume. Non, mais j'assume. Justement, ça va avec... avant, j'étais mythomane et maintenant, je dis la vérité. Je dis la vérité et la vérité, en ce moment, c'est ça. Elle est pas super glamour. Mais en même temps, je le dis. J'ai pas envie de faire semblant, quoi. Merci, Eva. Merci beaucoup, Fanny. L'essai d'Eva Bester sur le peintre Léon Spiller sortira le 23 septembre aux éditions Autrement et l'exposition qui lui est consacrée aura lieu au musée d'Orsay du 13 octobre 2020 au 10 janvier 2021. Vous pouvez la suivre sur Twitter et retrouver tous les replays de Remède à la mélancolie sur le site de France Inter. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller écouter le précédent avec Eva et puis ceux avec les autres invités. Il y a eu Kian Kojandi, Thomas Wiesel, Sophie-Marie Laroui, Alex Vizorek, Flaubert et plein d'autres. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs aux gens qui doutent via votre application de podcast et mettre des étoiles sur iTunes, ça m'aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via Patreon en faisant un don de la somme de votre choix et vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram en tapant Fanny Ruet pour ne rien manquer de la suite. Bisous! Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux Maxime Wathieu.